Salut tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier un cher abonné qui m'a fait cette proposition de parler de Malik Ben Nabi, une belle proposition. المفكر الجزائري الكبير Malik Ben Nabi, donc le penseur algérien. Franchement, j'avais cette idée, ça fait longtemps, mais j'avais pas le temps de bien chercher. Voilà mon exposé, j'espère qu'il va vous plaire. Donc j'ai fait grosso modo sa vie et voilà. Donc on va parler de Malik Ben Nabi. Donc mes vidéos c'est surtout pour que la future génération connaisse l'histoire de leur pays avec ces personnalités brillantes comme Malik Ben Nabi, Moudjahidine, Chouhada, etc. Même les acteurs, les fennanin, gars. Donc, commençons donc notre exposé. Donc, Malik Ben Nabi. Malik Ben Nabi, en arabe, ça s'écrit ainsi, donc Malik Ben Nabi, est un penseur algérien d'inspiration islamiste, né le 1er janvier 1905 à Constantine et décédé le 31 octobre 1973 à Alger. Il a consacré ses réflexions aux problématiques de civilisation en se concentrant particulièrement sur le monde musulman. Ben Nabi a été influencé par deux courants culturels majeurs. Dans son ouvrage Vocation d'Islam publié en 1954, il introduit le concept de la colonisabilité, قابلية الاحتلال, qui désigne l'état de déclin des sociétés ayant perdu leur dynamisme social, les rendant vulnérables à la colonisation étrangère. Jeunesse et formation. Malik Ben Nabi commence sa scolarité à l'école coranique de Tébessa, où son père, un ancien médersien et lettré bilingue, a été muté en 1911. En 1913, il est inscrit à l'unique école de la ville après 2 années dans une classe réservée aux petits indigènes. Il retourne ensuite à Constantine pour poursuivre ses études au collège Jules Ferry, aujourd'hui Ould Ali, puis à la Madrasa de Constantine, un établissement destiné à la magistrature musulmane. Offrant une formation bilingue, Ben Nabi fréquente cette institution pendant 3 ans, obtenant son diplôme de Bachadel, diplôme de fin d'études en 1925. C'est durant cette période qu'il forge une triple culture, musulmane, occidentale et asiatique, influencée par la lecture des œuvres de Rabelais, Hugo, Condillac, Jean Dewey, Roman Roland, Courtelemont, ainsi que d'Imro al-Qais, Hafiz Ibrahim, Eugène Jang, Ibn Khaldoun, Tahtawi et Tagore. À partir de 1927, il travaille comme auxiliaire judiciaire au tribunal d'Efflou, puis à Château-Dune-du-Rumel. En 1928, il rencontre pour la première fois le théologien réformiste Ibn Badis, mais l'entretien n'est pas fructueux. L'année suivante, il tente de s'engager dans l'entrepreneuriat avec son beau-frère, mais échoue en raison de la crise économique. Installation en France. En 1930, avec l'aide de ses parents, il décide d'aller étudier en France. Refusé à l'Institut des langues orientales, sans raison apparente, il s'inscrit à l'école spéciale de mécanique et d'électricité de Sudria. Il fréquente l'Union chrétienne des jeunes gens parisiens et rejoint l'association des étudiants musulmans nord-africains. L'année suivante, il épouse Paulette Khadija Philippon et donne sa première conférence.
Il rencontre l'orientaliste Louis Massignon, dont il reconnaît l'étendue des connaissances et des réseaux influents. En 1936, à sa grande surprise, il termine ses études sans recevoir de diplôme. Toujours en 1936, accompagné de quelques amis, il rencontre une délégation algérienne à Paris pour revendiquer des réformes auprès des autorités françaises, incluant Cheikh Abdelhamid Ben Badis et Cheikh Bachir Ibrahimi. Entre 1938 et 1939, Ben Nabi fonde à Marseille une école pour les analphabètes adultes parmi les travailleurs algériens en France. Devant le succès de cette initiative, les autorités françaises l'interdisent d'enseigner Argan qui n'a pas de diplôme d'enseignant. La Seconde Guerre mondiale et Melek Ben Nabi. Durant l'occupation allemande à Dreux, Melek Ben Nabi est convoqué par les autorités allemandes et travaille sous la direction du responsable technique municipal. Cependant, il est licencié quelques mois plus tard, se trouvant en chômage. Il décide de partir en Allemagne au début de l'été 1942. À la fin de 1943, Ben Nabi choisit de rentrer en France. En août 1944, lui et son épouse sont arrêtés accusés de collaboration avec l'occupant allemand et internés au camp de Pithiviers. Ils sont libérés au printemps 1945, mais Ben Nabi est de nouveau arrêté en octobre de la même année et incarcéré à la prison de Chartres. Toujours sous l'accusation de collaboration, il est finalement libéré au printemps 1946. Au total, il passe 15 mois en prison sans preuve concrète contre lui. Dans ses mémoires publiés en 1965, Ben Nabi évoque cette période de sa vie. Il explique qu'après avoir terminé ses études d'ingénieur en 1935, il se voit implicitement interdit de travailler dans sa spécialité par l'administration coloniale. Vivant alors de petits boulots et de l'aide de son père, en 1940, alors que Dreux est occupé par les Allemands, il est réquisitionné par les autorités d'occupation. À son retour, le maire Maurice Violette, ancien gouverneur général d'Algérie, le salue, mais Ben Nabi lui rappelle qu'il a été contraint de travailler pour l'occupant. À la Libération, Maurice Violette et d'autres notables compromis dans la collaboration cherchent à se venger de Ben Nabi, qui pourrait témoigner de leur agissement. Malgré ces deux arrestations, il est libéré à chaque fois par la justice. Sa deuxième arrestation a lieu en attendant le retour des travailleurs français d'Allemagne. Le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 isole la France de l'Algérie, réduisant ainsi l'aide que Ben Nabi recevait de son père. Confronté à la misère, il accepte de travailler en Allemagne en échange de la libération d'un soldat français prisonnier. Les autorités allemandes proposaient ce marché pour recruter des travailleurs français. Ben Nabi devient chef de camp dans la région où il travaille. À son retour, aucun des travailleurs ne critique son comportement. Finalement, il revient d'Allemagne à la fin de 1943, sans contrat avec aucune autorité ou administration. Melek Ben Nabi dans les archives des services de renseignement et de la Cour de justice de Chartres. Melek Ben Nabi a été la cible d'accusations infondées, le désignant comme collaborateur nazi. Accusations qui n'ont jamais été étayées par des preuves concrètes de sa collaboration avec les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Sa femme
Paulette Bennabi a également été accusée par la direction de la surveillance du territoire d'agir pour le compte de la Gestapo de Dreux sous le nom d'emprunt Madame Mille. Le couple a fait l'objet de plusieurs enquêtes menées par les services secrets français et a été incarcéré au camp de Pithiviers pendant 18 mois entre 1944 et 1946. Un livre publié par les éditions Éric Bonnier en mars 2020, écrit par Zidane Maribout, ancien chercheur enseignant à l'Université de Londres, vise à rétablir la vérité sur les activités des époux Bennabi durant cette période. L'ouvrage s'appuie sur des archives de la DST et de la Cour de justice de Chartres. Jusqu'alors méconnus, pour la première fois, de larges extraits de fiches de DST et des considérants de la Cour de justice sont présentés. L'arrêt rendu par la Cour le 6 avril 1946 innocentait les époux Bennabi, le juge ayant noté que les inculpés ont été détenus de longs mois sur des accusations fantaisistes dont rien ne saurait être retenu. Première publication et installation au Caire. En 1947, Malik Bennabi publie à Alger le phénomène coranique, qui conçoit comme une preuve scientifique du caractère divin du Coran et une réfutation des thèses suggérant qu'il s'agit d'une œuvre humaine. Il publie également un roman, le Beik 1948, ainsi que des études telles que Les conditions de la Renaissance 1949, Évocation de l'islam 1954. Bennabi choisit le titre Conditions de la Renaissance car il estime que les problèmes rencontrés par le monde musulman s'inscrivent dans ce contexte. En 1956, il s'installe au Caire, rompant complètement avec la France, qu'il ne reverra qu'en 1971. Son seul lien avec la France demeure la correspondance avec son épouse française, qui a choisi de ne pas le suivre. Durant son séjour au Caire, Bennabi perfectionne son arabe, la langue dans laquelle il commence à écrire, et à donner des conférences. Ils seront également à plusieurs reprises en Syrie et au Liban pour y donner des conférences. Par ailleurs, il devient conseiller lors du congrès de la conférence afro-asiatique, ce qui lui permet de se consacrer pleinement à son travail intellectuel tout en soutenant financièrement son épouse restée en France. À la demande de plusieurs amis et étudiants, il traduit ses œuvres en arabe, langue qu'il adoptera comme langue de travail. Retour en Algérie et fin de vie. En 1963, Malik Bennabi rentre en Algérie, où il est nommé directeur de l'enseignement supérieur. Il fonde l'association islamique Al-Qiyam, mais il s'en distanciera rapidement. En 1967, il démissionne pour se concentrer sur son travail intellectuel, la réforme et l'organisation de rencontres qui deviendront les séminaires de la pensée islamique, un événement annuel en Algérie. Bennabi passe les dernières années de sa vie dans son pays natal, où il continue de contribuer à la réflexion sur l'identité et la renaissance culturelle. Il décède le 31 octobre 1973 et est inhumé au cimetière Sidi Mohamed à Alger. Avant de vous laisser, je vous laisse avec ces ouvrages, donc ces livres, quelques titres bien sûr de quelques réalisations. Donc Les conditions de la Renaissance 1948. Cet ouvrage explore les conditions nécessaires à la renaissance culturelle et intellectuelle des pays arabes et musulmans.
Deuxièmement, le problème de la culture 1952. Nabi y discute des défis culturels auxquels sont confrontés les peuples musulmans et propose des solutions pour une revitalisation de leur culture. L'islam et la lutte contre la colonisation. Dans cette œuvre, il analyse le rôle de l'islam dans la résistance à la colonisation et la quête d'identité. C'est très important. La Terre et le son, 1959. Ce livre examine la relation entre l'homme, la terre et l'identité nationale, particulièrement dans le contexte de la lutte pour l'indépendance algérienne. Cinquièmement, la pensée et l'action. Nabi y explore la nécessité d'une synthèse entre la pensée intellectuelle et l'action sociale pour une véritable transformation des sociétés musulmanes. Les écrits de la révolte, une collection d'essais et d'articles qui traitent des luttes pour la liberté et l'émancipation dans le monde arabe. Ces œuvres témoignent de la profondeur de sa pensée et de son engagement envers la renaissance culturelle et intellectuelle de la société algérienne et musulmane.